Concorde a volé pour la première fois en 1969. 30 ans après, c'était toujours le seul avion de ligne supersonique au monde. Certains ont tenté de lui ravir sa couronne. Ils ont rapidement disparu. Et en dépit de son âge, il n'a jamais cessé de gagner de nouveaux cœurs. Ce n'était pas seulement sa vitesse impressionnante qui agitait les esprits, c'était aussi ses lignes justes et élégantes. Mais la beauté de Concorde n'était pas le fruit de l'imagination fertile d'un artiste, mais celui d'années d'études et de recherches scientifiques qui firent reculer les limites de notre compréhension du vol aérien. Aujourd'hui, les avions de ligne ont un compteur Mach sur leur tableau de bord, qui indique la vitesse de l'avion par rapport à la vitesse du son Mach 1. Mais jadis, le mur du son de Mach 1 était un mystère. Personne ne pouvait dire ce qui se passerait lorsqu'un avion s'approcherait de Mach 1. Les premiers essais donnèrent quelques indications. Ils montrèrent que lorsqu'un avion se rapproche de la vitesse du son, des ondes de choc se propagent sur les arêtes avant de la structure. La fine couche d'air à la lisière de la structure se trouve fortement compressée, la résistance s'accroît. Les surfaces de contrôle se mettent à vibrer furieusement. L'appareil tout entier peut devenir instable et même se briser. Afin de voler plus vite que la vitesse du son, l'avion devait être dessiné avec des ailes d'une forme nouvelle à même de retarder les effets de la compressibilité de l'air. Une bonne partie des premières recherches en aérodynamique se fit en Allemagne durant la Deuxième Guerre mondiale. Un des fruits de ce travail fut le Messerschmitt Me 262, qui, au-delà du fait qu'il était le premier chasseur à réaction du monde, possédait une aile doucement en flèche. Après la guerre, de nombreux scientifiques allemands trouvèrent à s'employer en Amérique, en Grande-Bretagne et en France. Un des premiers avions britanniques à bénéficier de cette recherche fut Handley Page Victor, qui vola pour la première fois la veille de Noël en 1952. Le Victor avait une aile en flèche en forme de croissant. Cette aile en flèche complexe était conçue pour retarder les effets de la compressibilité jusqu'à une haute vitesse subsonique, bien qu'à une occasion et non officiellement, le Victor franchit la vitesse du son. Un autre développement fut l'aile Delta, qui apparut pour la première fois sur le bombardier Avro Vulcan. Avec ses 4 puissants réacteurs, le Vulcan vola pour la première fois en août 1952, presque 2 décennies avant Concorde. 1954 fut l'année qui vit le pilote d'essai britannique Roland B. Beaumont dépasser la vitesse du son à bord de son nouveau Super Rapid English Electric Lighting. Deux ans plus tard, un autre Britannique, le pilote d'essai Peter Twiss, établit un nouveau record mondial de plus de 800 km/h. Son avion à réaction expérimentale, le Fairey Delta II, avec 60 degrés d'angle de flèche à sa voilure, comportait également un nez incliné, afin d'améliorer la vision au décollage et à l'atterrissage. L'expérience conduit à des designs encore plus astucieux. Le Saab Drakkar comportait une aile particulièrement singulière. C'était une forme double delta assez excentrique avec une section inclinée à 80 degrés d'angle de flèche. Les Français aussi se préoccupaient d'aile delta. Le Mirage 3 s'est avéré être un succès. Son fabricant, Dassault, s'associa avec Fairey pour développer une aile encore plus intelligente pour le Mirage 3A. Il atteignit Mach 2.2 dès octobre 1958. Le Mirage 4 était destiné à être un bombardier léger et était conçu pour voler à 2 fois la vitesse du son. Il était également stable à des vitesses subsoniques bien inférieures. Il y eut un autre concept français audacieux, le Durandal, un avion à réaction supersonique.
Sa forme était conçue pour se loger dans l'onde de choc à partir de l'entrée de son nez. Son comportement en vol conduit ses pilotes à l'appeler le pavé volant. Pierre Satre, son concepteur, créa également de main de maître un avion de ligne à grand succès, la Caravelle. Plus tard, il travailla au développement de Concorde. En avril 1960, la France commença ses premières études pour un futur avion de ligne supersonique que l'on voit ici aux essais dans la soufflerie. Pendant ce temps, en Grande-Bretagne, la recherche sur l'aérodynamique continuait. Le Handley Page 115 était une conception expérimentale surprenante, mais surtout plus utile. Les concepteurs avaient besoin de connaître de façon claire et pratique la manière dont les avions de ligne rapide Delta pouvaient voler à faible vitesse. C'est pourquoi cet avion expérimental à faible vitesse, avec une aile qui pouvait s'accommoder d'arêtes frontales de différents angles de flèche, s'avéra crucial dans le développement de Concorde. Un des problèmes du vol supersonique était l'effet de la température sur la structure de l'appareil. Le Bristol 188 fut construit pour tester les effets cinétiques d'un vol supersonique. Fin novembre 1962, la France et la Grande-Bretagne signèrent un accord pour développer ensemble un avion civil supersonique. Cela déboucha sur de longues négociations. Il n'y avait jamais eu un tel accord de développement entre deux pays différents, aux cultures et traditions différentes. Finalement, les négociateurs se mirent d'accord sur les détails, à savoir qui allait entreprendre la conception, le développement, la production, et il n'y avait pas de clause de dédit. 4 sociétés leaders de l'aéronautique allaient prendre en charge le programme. Sud Aviation et BAC allaient construire la structure de l'avion. Bristol Siddeley, qui devait devenir plus tard Rolls-Royce, et la Snecma, en France, allaient développer les puissants moteurs Olympus. Pendant ce temps, les Américains ne voulaient pas prendre de retard. Ils proposèrent, eux, de nouveaux moyens de transport supersoniques, les SST. Et Boeing lança un programme pour développer un SST tout aussi rapide, mais assez grand pour contenir 250 personnes et construit en titane. Quatre moteurs General Electric produiraient une poussée de 33 tonnes. Mais il ne s'agissait que de propositions, tandis qu'en Europe, un véritable programme était désormais en cours. Le développement du supersonique européen supposait de couvrir une large palette de nouveaux domaines techniques. Les laboratoires de recherche travaillaient sur les carburants, les lubrifiants, la peinture, les plastiques, les métaux et différents matériaux, et des centaines d'autres défis. Les matériaux destinés à la nouvelle structure de l'avion furent soumis à des essais intensifs 24 heures sur 24 pendant 18 mois. Les effets de la chaleur et de la pression sur les nouveaux adhésifs furent une autre priorité. De nouvelles techniques d'adhérence métal sur métal furent développées. À son apogée, la recherche sur le supersonique européen concerna 600 sociétés et presque 200 000 ouvriers qualifiés des deux côtés de la Manche. C'était devenu pour les deux nations un nouveau et passionnant défi. Un autre avion expérimental qui joua un rôle majeur dans la recherche sur le supersonique fut le Bristol 221. C'était une nouvelle version du détenteur de record Fairey Delta II. Sa mission était de confirmer le comportement à haute vitesse d'une nouvelle et sophistiquée aile Delta qu'on appelait aile en ogive. En théorie, ce genre d'aile pouvait apporter au nouveau supersonique le rayon d'action et la capacité en passagers dont il avait besoin. En pratique, la seule manière de s'en assurer était de construire un banc d'essai volant. Un autre facteur vital pour le supersonique était ses usines de production de moteurs. Une version supersonique du moteur Bristol Olympus avait été développée pour le nouveau bombardier britannique, le très avancé TSR-2. Mais les restrictions budgétaires de la défense au milieu des années 60
reléguèrent à la ferraille ce très prometteur nouveau bombardier. Fort heureusement, son moteur s'est révélé être une base idéale pour le développement d'un Olympus plus puissant encore pour le supersonique. Pendant ce temps, les tests en soufflerie aidèrent à définir la forme optimale pour le nouvel avion de ligne. Le comportement aérodynamique de la nouvelle aile en ogive semblait prometteur. Les formes des vortex dans la soufflerie confirmèrent le potentiel de l'aile. Ces essais approfondirent les effets de différents angles d'attaque sur le flux d'air le long de l'aile. Ils aidèrent aussi à définir la position des tuyères du moteur de l'appareil. Il fallait aux 4 moteurs un flux d'air libre de circuler, sans obstruction, à toutes les vitesses pour un fonctionnement efficace. Sud Aviation en France concentra son travail sur les pièces de la structure figurées en jaune. Beaucoup de ces pièces étaient fabriquées sur les premières machines-outils à commande numérique utilisées en Europe. À nouveau, le supersonique tirait la technologie européenne vers de nouvelles hauteurs. Pas loin de 20 000 cycles tests éprouvèrent la solidité du train d'atterrissage de Concorde, qui était conçu en France. Une maquette grandeur nature fut construite pour aider à confirmer la forme et l'ajustement de tous les composants du supersonique. À une époque antérieure à la conception de l'électronique sur écran, c'était la seule façon de s'assurer que les 240 km de fils et câbles électriques pouvaient être logés et fonctionner normalement. Les sections en rouge étaient du ressort de BAC, la British Aircraft Corporation. Les ingénieurs de la BAC construisirent une maquette de la plateforme de vol également pour aider à confirmer que le nez incliné, radicalement nouveau de l'avion, fonctionnerait bien dans la pratique. Ce nez incliné était essentiel pour procurer à l'équipe de pilotage suffisamment de vision frontale au décollage et à l'atterrissage. Tous les principaux éléments structurels subirent des tests intensifs de fatigabilité. Ici, nous pouvons voir comment une section du fuselage avant était immergée et pressurisée à l'usine Sud Aviation de Toulouse. Les structures aussi étaient soumises à des chaleurs et à des froids extrêmes dans des chambres de test. Ils permirent de travailler sur la durée de vie attendue en termes de fatigue du nouvel avion. Les sections du fuselage arrière et l'aileron de la queue furent construits dans les ateliers de la BAC en Grande-Bretagne. Les éléments étaient alors expédiés de Toulouse à Bristol et de Bristol à Toulouse pour alimenter les chaînes de montage finales des deux pays. Chaque centre devint un lieu de très grande fierté nationale. Un des grands défis était le développement des usines de moteurs. Après 4 années de recherche, de développement et d'essais au sol, le premier Olympus 593 fut testé en vol sur un bombardier Vulcan reconverti. Comme tous les moteurs à réaction, l'Olympus ne pouvait fonctionner efficacement que lorsqu'il recevait un flux d'air à des vitesses subsoniques. Aussi, pour voler à 2 fois la vitesse du son, un système complexe de portes d'entrée et de conduits était rendu nécessaire pour les admissions d'air afin de procurer à l'Olympus un air régulier à une vitesse subsonique. Il fallait une conception complètement nouvelle de la tuyère d'échappement pour s'assurer que la poussée massive de l'Olympus fût utilisée de manière optimum. Cette conception d'avant-garde fonctionna presque parfaitement. Il comportait aussi des conduits spéciaux appelés baquets pour fournir de la poussée inversée nécessaire au ralentissement de l'avion après atterrissage. Le montage final des prototypes de l'avion à réaction européen, désormais appelé Concorde, commença en avril 1966. Des assemblages partiels de grande dimension voyagèrent entre les usines des deux pays par air, route et bateau sur des remorques spécialement conçues pour cela.
Les imposants chargements devinrent des apparitions familières sur les routes autour de Bristol et de Toulouse. La Royal Air Force de Belfast fut mise à contribution pour transporter par air ces assemblages partiels. Sur les deux chaînes de montage finales, les nouveaux supersoniques furent assemblés avec une précision du plus haut niveau. Les tolérances étaient plus serrées que jamais. Enfin, les deux prototypes allaient vers leur achèvement. L'éclatante fierté de la France et de la Grande-Bretagne apparaît pour la première fois à Toulouse en décembre 1967. Parce que l'inauguration en décembre 1967 fut peut-être le moment le plus émouvant. Pour la première fois, nous vîmes l'avion dans son entier, sans échafaudage, peint, et nous pûmes ainsi nous rendre compte de ses véritables dimensions hors du hangar. C'est à ce moment que sa beauté, même s'il devait par la suite être encore perfectionné, nous a réellement impressionnés. Et je pense qu'il en était de même pour tous les équipages qui devaient par la suite avoir la responsabilité de faire voler cet avion, fruit de millions d'heures de travail. Mais Concorde avait aussi un rival. Il apparut sous la forme étonnamment familière du Tupolev Tu-144 de l'autre côté du rideau de fer. Immédiatement, on lui attribua le nom de Concordski. C'était la guerre froide, et la Russie tentait désespérément de dépasser ses rivaux européens. C'est pourquoi le Tupolev 144 fut conçu pour voler en marge de Concorde plus vite à Mach 2,2. Et à voler un tout petit peu plus loin, jusqu'à 6500 km. Les Russes ont même marqué un point en faisant décoller leur 144 avant Concorde. Mais ce fut à peu près le seul moment où Concordski put se hisser au niveau du projet anglo-français. Une concurrence bien plus menaçante vint d'une autre direction. Car la même année où Concorde vola pour la première fois, une autre forme singulière apparut dans le ciel. Le nouveau venu de chez Boeing, le 747, fit bientôt sentir sa présence. Les fabricants de Concorde regardèrent avec inquiétude la compagnie britannique elle-même, BOAC, devenir un des tout premiers clients du 747. La rivalité de Boeing avec l'industrie aérospatiale européenne se fit de plus en plus intense. Mais du point de vue technologique, Concorde était bien plus en avance sur Boeing, et beaucoup plus rapide. En mars 1969, Concorde eut enfin le feu vert pour décoller. À 15 h, le 2 mars 1969 à Toulouse, le pilote en chef André Turca relâcha les freins du prototype 001. Avec des moteurs en pleine réchauffe, il y eut un étourdissant et glorieux bruit. Sous les yeux du monde entier, Concorde 001 et l'espoir d'une nouvelle Europe prirent les airs. Turca laissa le train d'atterrissage sorti pour un premier vol lent mais décisif. Sur la plateforme de vol, chaque dernier détail de la performance du prototype était contrôlé et mesuré. Ce premier vol s'est révélé parfait. L'avion le plus avancé, le plus passionnant, avait finalement volé. Son atterrissage fut parfait. À partir de ce moment, le nom d'André Turca s'est mis à résonner de par le monde. Mais l'avion avait des admissions d'air à géométrie fixe. Les admissions d'air devaient diriger l'air entrant vers les moteurs et réduire sa vitesse de supersonique à subsonique. Les systèmes de régulation des admissions d'air n'étaient pas encore prêts et nous devions voler avec des entrées d'air fixes, ce qui réduisait la portée de nos tests.
Nous sommes le 9 avril 1969 et Concorde 002 est prêt pour son vol inaugural du terrain d'aviation de la BAC jusqu'à Filton. Comme sur Concorde 001, pas de siège de passagers mais 12 tonnes d'équipement de test aérien. Ce jour-là, l'équipage de 6 hommes était dirigé par Brian Trubshaw, directeur général de la BAC Filton pour les opérations de vol, avec son copilote John Cochrane. Parmi les milliers de personnes concernées par la fabrication du 002, peu ont attendu ce moment avec autant d'impatience que ceux dont le travail était d'éprouver l'appareil dans les airs, l'équipe du test en vol. Le grand jour était intéressant pour dire les choses modérément. J'étais très excité parce que nous venions d'avoir 2 jours de frustration avec le signal d'échec des indicateurs de vitesse du pilote, qui se déclenchaient chaque fois que nous faisions une promenade taxi à une vitesse supérieure à 80 nœuds. Et après la 3e tentative pour réparer, je dis aux ingénieurs et aux concepteurs, « Bon, si ça ne marche pas cette fois, on y va. On ne va pas revenir pour vous dire que ça marche. » Et c'est ce qui s'est produit, et on y est allé. Concorde 002, prêt pour le décollage. Bonne chance, messieurs. Il roule, nous croisons les doigts. Plein gaz et réchauffe. À ce moment, Brian Trubshaw décide de transformer un tour en taxi rapide en un premier vol. Il a décollé. Concorde 002, terrain de Fairfield, Roger. Vous nous recevez? 002 s'est dégagé. Vous pouvez atterrir à partir de cette position. Bon, sur un avion dans lequel les yeux du pilote sont bien hauts au-dessus du sol, quand les roues principales touchent le sol, vous devez pouvoir vous rendre compte précisément de votre hauteur. Et vous utilisez des altimètres radio pour les derniers, disons 100 pieds ou à peu près. Et c'est le copilote ou l'ingénieur de vol, dans le cas de Concorde, qui les consulte. Eh bien, cette information précise nous a manqué sur notre premier vol, parce que les 2 altimètres sont tombés en panne de Filton à Fairford. Ce n'était pas trop grave. Je crois que nous avons touché le sol 1/4 de seconde trop tôt. Après 22 minutes de vol, Concorde 002 atterrissait en toute sécurité sur le terrain de la Royal Air Force à Fairford, dans le Gloucestershire, la base britannique des opérations de vol de Concorde. Après des années d'études minutieuses et d'attention soutenue à chaque détail, c'était un autre moment culminant, passionnant et une grande récompense pour ces milliers d'hommes et de femmes qui travaillaient dans les usines de la British Aircraft Corporation et de Sud Aviation, sachant que le Concorde de fabrication britannique vola seulement 5 semaines après son frère, le 001, et que les 2 Concordes maintenant volaient. Brian Trubshaw dit que le vol avait été tranquille et recueilli et que l'équipage s'était formidablement réjoui. Maintenant, avec 2 prototypes en vol, le travail de développement allait pouvoir se faire 2 fois plus vite. À Farnborough, un avion test de taille réelle subissait déjà des essais intensifs. Son rôle était d'encaisser jusqu'au bout toutes les punitions auxquelles un Concorde réel pouvait s'attendre en une vie et demie de service. À Toulouse, une structure similaire était soumise à une exténuante série de tests statiques pour simuler les effets de l'extrême chaleur. Concorde entrait dans un territoire nouveau. Les tests étaient cruciaux pour le succès du programme. Les tests de fatigabilité montraient que la structure pouvait encaisser des stress massifs. Ils démontrèrent aussi sa capacité à supporter des surchauffes et des refroidissements répétés pendant les vols supersoniques. Le train d'atterrissage montrait qu'il pouvait résister à d'importantes surcharges. Les réservoirs de fioul de Concorde étaient conçus pour aider au centrage de l'avion à différentes étapes du vol.
Le fioul pouvait être pompé d'un réservoir à l'autre pour ajuster le centrage et obtenir le bon angle d'attaque aux différentes valeurs de Mach. Les ingénieurs procédaient à une vérification complète de chaque prototype après chaque vol. La préparation avant chaque vol était elle aussi rigoureuse. Rien n'était laissé au hasard ou à l'improvisation. Chaque Concorde était un laboratoire volant, truffé d'instrumentation et d'équipements de mesure. Ils apportaient plus de savoir et de confiance à chaque vol. Les tests en l'air démontrèrent que ce gros nouvel avion de ligne pouvait voler presque comme un avion de chasse. Il était réactif, extrêmement puissant et rapide. Même à basse vitesse, il s'avéra de manière impressionnante facile à piloter. Les essais en vol se poursuivaient à grands pas. En seulement 6 mois, chaque prototype avait enregistré 120 heures de vol. C'était une bonne allure pour un projet pionnier high-tech d'une telle complexité. Les tests de vibration avaient ouvert de nouvelles perspectives en termes de vitesse pure. Maintenant, il nous fallait accroître la vitesse et avec des systèmes d'admission d'air à géométrie variable, pendant les années 70, nous allions faire des progrès avec beaucoup de prudence, mais pour différentes raisons, car nous étions préoccupés par les effets possibles de la coupure d'un moteur ou des deux. Les Américains ont eu de nombreux problèmes dans ce domaine. Leur bombardier B-58 Hustler s'était crashé plusieurs fois à Mach 2 et avait eu des accidents dus à une panne de moteur. Lorsque vous utilisiez l'appareil pour obtenir un rayon d'action maximum, et en faisant ainsi, cela veut dire que vous utilisez le moteur aussi près du point limite que vous l'osez, et avec des marges correctes, ce qui veut dire que vous bricolez avec l'admission, c'était une performance remarquable. Et cela s'est poursuivi pendant tout le programme de développement. Nous avancions alors prudemment, pas à pas. Et nous étions agréablement surpris de trouver un avion dont le maniement était facile jusqu'à Mach 2, et ceci même avec 2 moteurs coupés du même côté. Le pilote avait encore plusieurs secondes, ce qui est long, vous savez, pour reprendre le contrôle de l'appareil. Pour ces hommes, voler à 2 fois la vitesse du son, cela fait partie de leur routine quotidienne. Mach 2, environ 1350 miles à l'heure, ou un peu plus que la vélocité au niveau du canon de la balle d'un fusil 303. Mach 2, c'est maintenant la routine. Et puis nous n'avions pas seulement le souci de tester le vol à grande vitesse, mais aussi aux vitesses lentes, afin de permettre des atterrissages dans des conditions normales. En d'autres termes, d'atterrir à des incidences plus grandes que l'on pratiquerait jamais avec un avion réel. C'était des tests passionnants. Au début, nous testions des atterrissages normaux, puis on simulait un obstacle soudain sur le parcours d'approche, par exemple un autre avion qui croisait notre chemin. On simulait des évitements techniques. Donc on testait des manœuvres de plus en plus violentes à différentes vitesses d'approche et des manœuvres d'évitement de plus en plus brutales. Puis nous avons décidé de pousser l'avion vers ses limites avec la manœuvre la plus violente possible, et je vis le signal d'incidence augmenter. On avait un petit indicateur d'incidence et l'aiguille commençait à tourner comme un ventilateur. Et je réalisais qu'il nous faudrait réagir vivement si on voulait éviter de mettre l'avion en danger. L'avion répondait bien.
On était allé bien au-delà des conditions pour lesquelles le bureau d'études avait garanti la sécurité de l'avion. Tout ce que nous avions à faire, c'était de développer un meilleur système de sécurité, de sorte qu'aujourd'hui, il est impossible pour le pilote d'aller au-delà de certaines limites dangereuses, même si les mesures d'évitement qu'il prend sont violentes aux vitesses d'approche. Régulièrement, patiemment, les tests des deux prototypes ont ouvert la voie au vol de Concorde. La vitesse et l'altitude se sont révélées être des dimensions relativement faciles à régler en termes de conception. Mais un troisième facteur, le rayon d'action, était tout aussi important, parce que sans suffisamment de rayon d'action, Concorde n'aurait pas pu entrer en service pour transporter des passagers de ligne. Concorde devait aussi être compatible avec des avions conventionnels plus lents. Sa vitesse d'approche des aéroports et sa capacité à cadrer avec les critères d'approche normaux étaient essentiels. Puis Concorde commença à effectuer des vols internationaux, le premier d'entre eux vers Dakar, au Sénégal. Concorde devint aussi la vedette des shows aériens et des exhibitions. Les officiels de nombreuses lignes aériennes d'importance venaient, chacun leur tour, lui rendre visite, l'observer, le regarder et voler avec lui. Ils étaient très impressionnés de différentes manières par Concorde. Mais il restait une grande question, le rayon d'action de Concorde. Puis après ce vol pour Dakar, nous avons pensé que la meilleure destination pour l'avion était la route de l'aérospatiale vers l'Amérique du Sud, Rio de Janeiro ou Sao Paulo. Mais le prototype n'avait pas ce genre de rayon d'action et ne pouvait traverser l'Atlantique, même l'Atlantique Sud. Donc nous avons fait un arrêt dans les îles du Cap-Vert, de sorte à raccourcir la traversée de l'Atlantique Sud. Et de là, nous nous envolâmes pour Cayenne. Et de Cayenne, on a volé le long de ce que j'appellerais une route maritime, au-dessus de la forêt vierge amazonienne, vers Rio de Janeiro et Sao Paulo. Et là, au très grand soulagement des constructeurs de Concorde, les premiers accords furent signés. British Airways commanda 5 Concorde et Air France 4. Pour les années 70, le prix demandé de 31 millions de dollars était énorme. Les compagnies concurrentes reculèrent, bien que certaines, comme la compagnie nationale chinoise, continuèrent à manifester leur intérêt. En théorie, les compagnies sur l'ensemble du monde avaient toujours des options pour plus de 70 Concorde. La BAC et Aérospatiale continuèrent de faire voler le Concorde tout autour du monde. Et le monde entier voulait voir ce nouvel avion remarquable. 002 a pris sa part des vols VIP. Les représentants du gouvernement australien se rendent à l'étranger pour toucher du doigt ce que Mach 2 allait pouvoir signifier pour les voyages intercontinentaux. L'Australie, cependant, assista aux quelques premières manifestations contre le transport supersonique. Les gens commençaient à s'inquiéter de son bruit, de sa très importante consommation de fuel, de son bang et de ses émissions de gaz. Aux États-Unis, Boeing réalisa que les problèmes de bruit, de pollution et de pure économie étaient des raisons impératives pour abandonner le programme SST. En privé, les officiels de chez Boeing admettaient que leur conception comportait encore quelques problèmes techniques majeurs qui compromettaient les perspectives de rayon d'action et de capacité en passagers. Elle était en fait trop ambitieuse pour devenir réalité. Pendant ce temps, le programme Concorde continuait son chemin. La Grande-Bretagne et la France se mirent d'accord pour construire 16 avions de série. Ces avions étaient plus gros et à plus grande capacité que les 4 prototypes et exemplaires de pré-série. Les usines à moteur aussi s'amélioraient. À ce moment, les Olympus 593 n'émettaient plus de fumée et étaient devenus très fiables, même en pleine capacité continue, ce qui était nécessaire pour les voyages à 2 fois la vitesse du son. La production battait son plein à Toulouse et à Filton. Un nouvel et énorme avion de transport appelé Guppies aidait à transporter d'importants éléments déjà assemblés entre les usines britanniques et françaises. Pour permettre à Concorde de gagner son ticket d'entrée dans les lignes régulières, il fallait encore quelques essais.
Les tests d'ingestion d'eau sur les moteurs Olympus montraient que les turbos les plus puissants du monde pouvaient s'accommoder d'énormes quantités de pluie et de vapeur d'eau. Les moteurs, aussi bien que la structure de l'avion, devaient montrer qu'ils étaient fiables dans les froids et les chaleurs extrêmes. Ici, à Fairbanks, en Alaska, Concorde s'est comporté parfaitement à des températures aussi froides que moins 45 degrés centigrades. Les choses changent au-dessous de moins 30 degrés. Vous ne pouvez pas fonctionner de la même façon. Vous devez vous protéger constamment, votre nez, vos oreilles. Alors, il y a eu d'autres problèmes avec l'avion, mais c'était des problèmes mineurs. Après avoir abandonné l'avion pendant 36 heures, c'était la règle, 36 heures à moins 45 degrés, eh bien, nous y retournions. Le premier problème, c'était de rentrer dans l'avion. La porte était coincée. Puis le deuxième problème, à l'intérieur du cockpit, la température était de moins 27 degrés. Mais au bout du compte, on avait à accueillir des passagers à bord et on ne pouvait pas les accueillir à moins 27. Deuxième test, chauffer la cabine. Il fallait faire des changements de dernière minute. On ne pouvait pas treuiller l'appareil parce qu'une prise avait été installée dans le trou dans lequel normalement le crochet vient se placer. Et on ne pouvait pas l'enlever. On a dû souffler de l'air chaud pendant 2 heures avant de pouvoir le retirer. En agrandissant légèrement le trou d'origine, on a pu résoudre le seul véritable problème qu'on ait rencontré dans des conditions de gel. Sous des climats plus cléments, Concorde fit voler son fier étendard le long de la côte Pacifique et au Mexique, où le prototype 002 reçut un accueil exceptionnel. À l'aéroport de Mexico, 2000 mètres au-dessus du niveau de la mer, Concorde s'accommoda très bien de la chaleur et de la légèreté de l'air. Il y eut plus de nervosité dans l'accueil fait au supersonique à San Francisco. Les Américains pouvaient aller dans la Lune, mais ils avaient dû renoncer à développer un concurrent de Concorde. Leur nervosité était compréhensible. Le prototype 002 fit le tour du monde. Anchorage et Los Angeles étaient 2 aéroports non accessibles. En Amérique du Sud, l'intense effort commercial continuait. En 1975, Concorde étant en phase de production, l'ensemble du programme progressa rapidement. Concorde venait de recevoir son plein certificat de vol. Concorde avait enfin le feu vert pour prendre son service et pour transporter des passagers payants. Une centaine de passagers se répartissaient en 2 cabines desservies par 2 galets. Les agences de voyage étaient submergées de demandes de billets. Les prix élevés, en général 20% supérieurs au prix de la première classe subsonique, ne décourageaient pas les gens. L'arrivée imminente du service en ligne régulière provoqua une étape nouvelle dans la formation du personnel de ligne. Le temps clair et stable du climat de Dakar au Sénégal en fit l'aéroport idéal pour la formation des équipages. Les décollages successifs prouvèrent ce que les fabricants du Concorde avaient souligné depuis le début, à savoir que Concorde était un avion aussi facile que les autres à piloter, facile à faire cadrer avec les horaires d'arrivée et de départ des aéroports. Et puis, au début de 1976, le grand moment pour Concorde arriva finalement. Ses premiers vols programmés avec des passagers payants. 2 avions de série décollèrent simultanément, l'un de Paris, l'autre de Londres. Un double moment de triomphe, une nouvelle ère dans le transport aérien. Un succès formidable pour ses concepteurs et pour sa technologie. L'un avait pour destination Bahreïn et l'autre Rio de Janeiro. Le vol supersonique était maintenant devenu un événement quotidien pour les passagers, avec en complément un tampon spécial Concorde. Après un intense lobbying de la Grande-Bretagne et de la France, les États-Unis donnèrent leur accord pour que Concorde puisse atterrir à Washington.
Et à partir de novembre 1977, les États-Unis donnèrent l'autorisation au Concorde d'utiliser aussi l'aéroport de New York. C'est ainsi que commença une success story transatlantique qui devait durer 25 ans. Les vols supersoniques de Concorde devinrent bientôt de la routine. La fiabilité, la ponctualité et surtout la vitesse se sont révélées être exactement ce que la catégorie supérieure du marché exigeait. Pendant ce temps, le rival russe de Concorde tellement vanté était en train de rentrer dans une zone de turbulence. Plus rudimentaire, la structure et les systèmes du Tupolev 144 ne pouvaient s'accommoder d'un vol à Mach 2. Le plus ennuyeux, c'était que ces moteurs ne pouvaient générer suffisamment de puissance pour un vol supersonique sans être continuellement en état de réchauffe. Ce qui signifiait une énorme consommation de fuel, et du coup, son rayon d'action s'en ressentait. Après quelques mois chaotiques de service chez le transporteur russe Aeroflot pour l'acheminement du courrier, Concordski disparut tout doucement de la scène aérienne. 12 144 de série furent construits, mais peu entrèrent en service et 2 modèles d'avions de pré-série se crachèrent. L'entrée de la Russie dans la course au transport supersonique se délita pour finalement disparaître. Concorde se trouvait ainsi seul en piste, leader mondial incontesté. Les prestations régulières du Concorde faisaient maintenant partie de la routine quotidienne des aéroports. Bien que les voyageurs et les spectateurs les plus assidus ne pouvaient s'empêcher de ressentir une certaine excitation chaque fois que le Concorde prenait son envol. Mais en coulisses, rien n'était considéré comme acquis. Les préparations de vol étaient très complètes et très soignées. Avec des passagers qui payaient bien au-delà des tarifs de première classe, il fallait que tout soit parfait. Les vols de routine réguliers de Concorde n'étaient qu'un aspect de son activité. Des records étaient établis par exemple pour permettre aux passagers d'observer 2 levées de soleil en une journée. Tour de force, il faisait le tour du globe en seulement 32 heures. Mais le bang supersonique du Concorde signifiait qu'il ne pouvait survoler à vitesse supersonique la plupart des pays, restreignant son usage aux itinéraires de survol des océans. En comparaison avec des avions de ligne plus modernes, Concorde avait un coût de fonctionnement plus élevé. C'était un avion né dans les années 60, quand le kérosène ne coûtait que quelques cents le baril. Et le choc pétrolier de 1974 a mis un coup de frein à des ventes nouvelles de l'avion. Ce qui fait que seul Air France et British Airways ont mis Concorde en service. Son public aimait tout dans le Concorde. Le brillant avion de ligne volait la vedette chaque fois qu'il apparaissait. À Toulouse, le monde entier célébra le 20e anniversaire du premier vol de Concorde avec un éclat tout français. Un Concorde d'Air France eut même droit à un travail de peinture spécialement conçu pour la circonstance. De nombreux hauts responsables du programme reçurent aussi leur ovation. Le pilote d'essai en chef britannique des premiers jours, Brian Trubshaw, fut à nouveau célébré en même temps que son homologue français André Turcat. Donc, tout au long de ces années de conception et de développement, nous nous sommes efforcés de créer un avion dans lequel les passagers se sentiraient bien et qui rendrait aussi le pilote heureux. Alors maintenant, il faut dire ce que vous pensez de cet avion que nous vous avons livré le 21 janvier 1976. Bon, j'ai commencé à le piloter plus tard, mais je dois dire qu'en ce qui me concerne, c'est un avion qui m'a surpris. Il m'a surpris par son maniement et par sa qualité en général. C'est un avion extrêmement sensible. Son intelligence m'a surpris. Vous avez parlé de l'aide que vous avez apportée au pilote. Eh bien, en vol à haute altitude, je dois dire que le pilote automatique est remarquablement intelligent.
Cet appareil peut voler à grande vitesse dans de hautes températures. Il grimpe vite et il atteint l'altitude en douceur. On a fait de notre mieux. Donc globalement, il m'a surpris. Je pense que Concorde est un exemple de ce que l'on peut accomplir. Quelquefois en dépit des politiciens, si on le veut vraiment. Personne ne pensait qu'un projet aussi complexe pouvait fonctionner comme Concorde a fonctionné. Et il a fonctionné parce que personne n'était prêt à le laisser échouer. Je pense que tout le monde était très impliqué des deux côtés de la Manche et terriblement fier d'en être. Et en conséquence, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. De temps en temps, quelqu'un s'interposait au top niveau, mais ça arrive. Et cela vous montre ce que vous êtes capable de faire. Mais il vous faut de la détermination. Il vous faut quelquefois comprendre le point de vue de l'autre. Il vous faut un bon niveau de compréhension, mais avant tout, ce qu'il vous faut, c'est de la détermination. Le Concorde a joué un rôle important, selon moi, dans la constitution réussie du groupe Airbus Industrie elle-même. Et Airbus Industrie est devenu et restera un grand concurrent de l'industrie aéronautique américaine qui, jusqu'à l'arrivée d'Airbus Industrie, dominait réellement tout le monde de l'aviation civile. Pendant presque 30 ans, Concorde a eu une vie relativement sans histoire, mais le 25 juillet 2000, la tragédie frappa. Un Concorde d'Air France, qui décollait de l'aéroport Charles de Gaulle, près de Paris, se cracha. Il n'y eut aucun survivant. Des débris sur la piste de décollage avaient occasionné une perforation, et le pneu, en se désintégrant, brisa le réservoir de carburant, transformant en catastrophique boule de feu le côté bâbord de l'avion. Les vies perdues furent déjà une tragédie, mais il résulta de l'accident une crise de confiance dans l'avion. La flotte tout entière des Concorde fut clouée au sol. Certains pensèrent qu'il était peut-être temps de retirer le Concorde. Après tout, il avait déjà 30 ans et d'autres problèmes commençaient à apparaître. Mais finalement, il fut décidé de procéder aux modifications nécessaires malgré leur coût énorme. En novembre 2001, Concorde reprit son service. Mais les compagnies aériennes du monde étaient alors confrontées à une crise financière à la suite d'une chute du nombre de passagers que même Concorde ne pouvait enrayer. Après seulement 18 mois, la pénible décision fut prise. Concorde était clouée au sol et cette fois pour de bon. Le 24 octobre 2003, Concorde parcourut la piste de décollage de l'aéroport John Fitzgerald Kennedy à New York pour la dernière fois. Des milliers de personnes se retrouvèrent à Heathrow pour l'ovationner avec deux autres appareils. Dans les semaines qui suivirent, la flotte fut dispersée et les avions rejoignirent des musées. Le vol le plus poignant que nous ait offert Concorde fut son retour à la maison le 26 novembre à Filton, près de Bristol, où le volet britannique de l'histoire de Concorde commença il y a tant d'années.